Nous y sommes. Bonsoir, bienvenue à cette masterclass au cœur de l'eau. Et moi, je suis ravi parce que d'abord, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, hein. Allez, on va dire les choses telles qu'elles sont. Euh, Olivier Neveu qui m'accompagne ce soir pour aller au cœur de l'eau et ses mystères. Salut Olivier. Salut Stéphane. Moi, je suis heureux d'être accompagné par Stéphane, que j'apprécie beaucoup. Et, et voilà, on va collaborer ensemble pour échanger là-dessus. Exactement. Alors, Olivier, la multicasquette, on va pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup, mais en deux mots, ton rapport à l'eau, Comment se présenter? ouais, voilà, Ouais, en rapidement. deux mots. Maintenant, moi, j'aime bien me présenter. Déjà, bonsoir à toutes et tous. Me présenter comme étant explorateur du vivant. Parce que c'est vraiment le sentiment que ça me donne et que j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça depuis gamin. Et donc, dans cette exploration, il y a eu un moment où, effectivement, j'ai fait des études en mémoire cellulaire. Et ça, c'est vraiment un épisode que je décris parce que c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Jacqueline Pousquet, notamment, entre autres, qui était donc docteur en sciences en bio et physique. Et c'est vraiment la première personne qui m'a sensibilisé. Et elle est très, très avant-gardiste. C'était il y a 30 ans, donc c'était déjà, voilà, elle m'a sensibilisé aux caractéristiques bien particulières de l'eau vivante, de l'eau vitale. Donc ça, c'était il y a 30 ans. Donc voilà, l'aventure, elle a commencé là concernant l'eau, dans cette quête du vivant. Oui, puisque tu as eu aussi un parcours de thérapeute. Voilà, moi je Voilà. suis dans le monde du soin, sinon de kiné à ostéo, thérapie énergétique, mémoire cellulaire, et surtout, et après, et enfin, dénominateur commun sous tout ça, c'est la voie alchimique humaine, Voilà, on y est, la voie alchimique humaine. Mais tu as fait aussi Spagyri, donc aussi l'alchimie. dont la spagyrie, voilà, dont la spagyrie qui est l'alchimie végétale, qui est la façon d'extraire toutes les qualités d'une plante et de les réunir en un élixir. Et ça, c'est déjà une expérience d'alchimie dans le domaine végétal. Et moi, j'ai appliqué, on va dire, les principes de l'alchimie. Je les ai cherchés et je continue de les chercher dans le corps humain. C'est-à-dire, existe-t-il une voie alchimique corporelle? Ma réponse est oui, mais voilà. C'était la question qui m'a animé et qui continue de m'animer. Voilà, en deux mots. Et toi, L'idée, Stéphane? à moi, oh, c'est vraiment intéressant. Moi, effectivement, je travaille avec l'humain également depuis un certain nombre d'années, puisque depuis que j'ai l'âge de 19 ans, je travaille avec des groupes. Je les accompagne. Ça a commencé avec le basket et puis ça va continuer avec la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau et pas de haut niveau d'ailleurs, un peu pour tout le monde. Et très vite, ça a été vers le santé holistique et puis les neurosciences m'ont appelé et puis voilà. Et puis on en arrive un jour à faire comme Obélix, à tomber dedans quand on était petit et dans l'eau en particulier. En particulier. Et en particulier, un jour, ça nous tombe dessus et on a besoin de comprendre, de savoir, mais quel est cet élément qui nous a échappé? En tout cas, on, on pense, on croit, on a peut-être même été conditionné à ce qui nous échappe. Je ne sais pas. Ouais, en tout cas, ouais, ouais, c'est sûr que c'est une particularité quand même concernant, enfin, je sais pas si on peut démarrer là-dessus, mais rebondissant là-dessus, c'est quelque part un élément qui a quand même sombré un peu dans l'oubli. Là où un des premiers mots qu'on peut rattacher à l'eau, c'est la notion de mystère, parce que ça reste un élément génial par sa polyvalence, on va le dire, on va le voir. Et pour autant, on a réduit aujourd'hui à une substance de consommation, à tel point qu'on est capable de l'appeler flotte, même. Qu'est-ce que tu bois? Je bois de la flotte. Enfin De la bref, flotte. c'est pour dire que ça s'inscrit vraiment dans ce mouvement de. J'ai lu ça chez Baptiste Morisot, où le monde est devenu cheap, un mot en anglais qui veut dire dévalorisé, où ça a perdu toute son importance, toute sa valeur ontologique, là où avant, au contraire, l'eau avait une place primordiale, on pourrait dire presque au cœur du village. Chaque village avait sa fontaine. L'eau avait toutes les attentions. Elle était inscrite dans le patrimoine, dans la culture, dans les rites, dans les rituels. Elle était omniprésente. Elle était omniprésente. On peut peut-être démarrer comme ça avec les traditions, puisque nous, nous vivons sur un secteur, la France, qui appartenait, soi-disant, on va mettre un mot, aux Celtes et Mmh. toutes ces racines un petit peu qu'on a oubliées, qui ont peut-être été d'ailleurs déplacées et cachées. Pour quelle raison, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de traditions
venant d'Amérique et de Mongolie, d'un peu partout, qui sont venus ici en France pour aussi nous aider à reconnecter à ces racines. Et parmi ces racines, et moi c'est ce qui m'a un peu bluffé, c'est de constater que, alors je ne veux pas dire que je connais toutes les traditions ancestrales, enfin toutes celles que j'ai pu visiter, entendre, étudier même un petit peu, les premiers éléments, c'est le cœur et l'eau. C'est Mm, c'est presque une évidence, comme un fondement absolu. Donc là, mm, on est mm, là pour parler de l'eau. D'ailleurs, mm. il y a je crois que c'est dans l'Ancien Testament, et Dieu se mouvait à la surface des eaux, comme L'esprit si de Dieu, l'esprit de Dieu, oui. se mouvait à la surface des eaux. Et ça, on le La- retrouve en Inde, on le retrouve dans plein de traditions. Donc on pourrait Ouais, c'est commencer avec ça. ça aussi. Ouais. Ouais, 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 tous les continents, on parle de l'eau, la rapportant essentiellement, d'ailleurs, très souvent à la notion de chaos. Il y a là vraiment la notion de chaos primordial, de mer primordiale, et de cette notion de chaos créateur liée Hmm. aux eaux, à l'eau. Et ça, c'est à peu près commun à bon nombre de continents, hein, qu'on aille en Inde, qu'on aille chez les Mayas. Enfin, bon, on va parler de cette notion de chaos premier, et même dans la mythologie, hein, d'abord, il y a chaos qui génère Gaïa et Eros. Donc là, cette notion de chaos, faut pas en avoir peur. C'est un principe générateur création, c'est vraiment la source de toutes les formes de notre incarnation et est lié vraiment à cette notion de chaos, la notion d'eau primordiale. Et ça, c'est vraiment un point commun qu'on a voilà, dans toutes les traditions. Ensuite, bah, l'homme presque intuitivement et par usage, ensuite, il savait que l'eau était porteuse de bon nombre de vertus, de qualités, que ça soit dans le domaine de la santé, en termes de purification, de naissance, de fécondité, de régénération, enfin j'en passe et des meilleurs, d'initiation. Toutes les traditions apportaient énormément d'importance et de valeur à l'eau parce qu'elles savaient qu'elle interagissait dans tous ces domaines-là et dans tous les domaines du vivant. Et c'est vraiment un mot, un élément indissociable du vivant. D'ailleurs, je vais donner quelques exemples, si tu veux bien, dans les traditions africaines. Et je sais Hum, que tu en as quelques-unes. De manière générale, c'était lié à la vie, à la mémoire ancestrale, à la hum, protection, libération, initiation, guérison. L'Égypte antique, il y hum, avait tout ce lien entre la vie et la mort, cette transition, cette renaissance. On l'appelait même le cycle éternel. Les traditions amérindiennes, dans les traditions hum, amérindiennes, hum, 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 hum. j'en profite pour saluer Diego et Chloé qui sont là. Euh, on appelle ceux qui mènent des cérémonies sacrées comme les Inipis des verseurs ou des verseuses d'eau. Parce que Ouais, l'eau aussi a ce lien entre le monde visible et invisible, entre le monde des morts et le monde des vivants. alors, à la fois avec le monde des morts, le monde des vivants, avec le monde, avec les ancêtres, quand tu faisais allusion, ouais, effectivement, moi, je La nomme souvent mémoire, les Sawas, là, cette communauté camerounaise, les Sawas, qui veut dire peuple de l'eau, où tous les ans, il y a un rite qui veut que, avec un vase consacré, on va prélever dans les eaux profondes de la rivière sacrée bah, des eaux qui sont ramenées auprès des anciens, qui vont les décrypter, parce que ces eaux sont porteuses du message des ancêtres. Donc, c'est vraiment inscrit dans la tradition. De même, ils disent que la mort n'est pas vraiment la mort et que quand le roi meurt, il ne meurt pas, mais il retourne à la rivière. il Donc, retourne à la rivière. c'est autant de. Voilà, donc c'était vraiment. C'est vrai que c'est vraiment tout le temps présent. Par exemple, je reviens sur les huttes à sudation, les inipis, etc. En fait, c'est comme si on était dans un endroit de prière. Il y a énormément de vapeur, il y a Mhm. énormément de chaleur. Et quand tu es en prière à ce moment-là, selon les traditions, eh bien, cette eau à l'intérieur qui s'évapore de toi va porter ses prières et Mhm. s'élever avec la vapeur pour ensuite Ouais. former les nuages, se déplacer quelque part sur Terre au gré du vent et que ces Mhm. prières puissent Mhm. venir féconder un sol du vivant Ouais. à Ouais. travers le monde. Ouais. Ouais, C'est aussi. ce mot vapeur, d'ailleurs, il est intéressant parce en hébreu, vapeur, c'est Aleph et Dalet, c'est-à-dire la porte vers l'originel. Et donc, ça, c'est très important d'avoir cette notion-là de vapeur qui met en lien avec l'originel, avec le transcendant, avec les forces de vie. Et tout ça, on le retrouve maintenant. Aujourd'hui, on commence à pouvoir expliquer en quoi l'eau, sous une certaine nature, se fait réceptacle
des forces de vie, du transcendant, des forces d'énergie provenant du vide quantique. Enfin, voilà. Donc là, on voit bien il y a un lien entre ce que les traditions nous disaient dans la relation entre l'eau et les origines, l'eau et le macrocosme, l'eau et les dieux, l'eau et les divinités, et ce que dit aujourd'hui la science dans ce rapport entre l'eau et sa mutabilité permanente, en quelque sorte, son polymorphisme permanent, qui lui permet d'interagir avec ces autres niveaux de réalité qui sont bien souvent transcendants, énergétiques ou informationnels. Dans les traditions mayas, tu parlais tout à l'heure des traditions mayas et cet accès un petit peu au monde des ancêtres et des esprits, ils considéraient l'eau, notamment, comme un portail sacré. Donc il y a toute cette notion de rituel d'offrande Hum. au niveau des eaux, mais aussi de prière dans les eaux, de Hum. purification, de De laisser, de baptême, lâcher, de de baptême. baptême. Parce que là aussi, on va toucher à un rôle très important de l'eau, qui est le rôle initiatique, le fait que l'eau puisse porter le feu. Et ça, c'est vraiment majeur, et c'est pour ça que ça fait l'objet. C'est important au niveau de ce rite de baptême par aspersion, immersion. Immersion, là aussi dans la tradition hébraïque, c'est Tovel, c'est-à-dire Tov, la lumière, et la lettre hébraïque Lamed, c'est-à-dire que là, paradoxalement, l'eau, lorsqu'on vit le baptême, nous oriente vers la lumière, nous enseigne de la lumière, où se fait aussi réceptacle de la semence de la lumière, de la graine de lumière. Là, je te tends la perche parce que peut-être que tu auras appelé à parler des biophotons et en quoi l'eau a à voir avec les biophotons et l'information qu'ils portent. Ah oui, mais bien sûr, ouais, tout à l'heure, c'est clair que sur l'aspect biologique, intracellulaire et c'est la puissance de cette eau qui change, qui se transforme, qui transmute, on va dire, dans notre corps, puisque elle passe de H2O à autre chose. On en parlera tout à l'heure. Mm. Mais pour synthétiser, finalement, dans l'eau et les traditions, bah, on parle de purification, de renouveau, mémoire des ancêtres, initiation, divination, protection, la féminité, la maternité. Tu parlais du chaos Mm. primordial, je t'ai entendu parler de féminin sacré quelque part, dans cette Ouais, source de féminin, primordiale, de cette matrice. matrice. Euh, donc les cycles lunaires, les marées émotionnelles, on l'appelle Mm. aussi source de sagesse intemporelle. Donc il y a aussi cette notion d'éternité, euh, Mm. d'abondance, on en reparlera, médiatrice entre le Mm. visible et l'invisible. C'est aussi un puissant symbole collectif. Elle est Mm. censée un petit peu relier tous les humains, Ouais, tous les ouais, vivants ouais, même, c'est ça. Ouais, au-delà ouais. des humains. Elle est représentative de nos inconscients, personnels et collectifs. Et prospérité et abondance. Et quand j'ai vu ça en Asie, par exemple, hein, on considère aussi l'eau comme un symbole puissant de prospérité et d'abondance, je me suis dit, mais c'est marrant, quand on parle du système bancaire, bah, il y a beaucoup de références à l'eau. On parle de liquidité, on parle de flux d'argent, de Cash sources flow. de revenus, des fonds, comme les fonds marins. La banque, ça viendrait aussi de bancs de sable, les rives. Et en fait, tout le système monétaire a un lien très particulier avec l'eau et toutes les terminologies qu'on peut utiliser. Alors pourquoi? Ah, je sais pas, j'en connais pas l'origine, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien entre. Bah, après, si au moins on peut y voir un lien, c'est que le centre énergétique de l'argent, par exemple, peut être situé au niveau du hara, qui, quand on met les matrices, se situe au cœur de la matrice d'eau. Au moins, c'est cohérent à ce niveau-là. C'est-à-dire que voilà, cette proximité et ce lien entre le centre énergétique qui porte l'argent et qui porte aussi le secret d'ailleurs et qui porte au sein de la matrice. Hmm. Et puis, bah, effectivement, quand on a un flot d'argent, un flux d'argent, on va dire que notre système nerveux se porte plutôt bien. Par contre, quand c'est Hum, un peu asséché, d'ailleurs, on parle souvent énergétiquement, puisque tu en parles, il y a peut-être des bioénergéticiens avec nous ce soir, mais tu vois, d'aller voir un petit peu dans le sous-sol ce qui se passe au niveau du croisement d'eau, hum, etc., et l'impact que ça peut avoir hum, énergétiquement sur le vivant. hum. Peut être Tout une à fait. Et problématique. d'ailleurs, pour en revenir aux traditions, bon nombre de temples, d'églises, de cathédrales étaient bien souvent construites sur un point d'eau bien particulier, voire un puits celtique. Quand on va à Chartres, tu descends dans la crypte et tu vas retrouver le puits celtique qui est à l'origine de l'emplacement de la cathédrale.
Il y a Faut une me fréquence assez permettre, élevée. est-ce que je peux me permettre une réflexion par Alors, rapport à ça? qui? Ah, Nassima, oui, bien sûr. Oui, Je parce t'en qu'en t'en fait, prie. en fait, l'économie, c'est vrai il y a une grande analogie avec le système circulatoire du corps. Et, euh, et donc c'est normal puisque c'est vraiment si on fait la liquidité justement l'argent et tout ça c'est vraiment ce qui permet la circulation l'échange donc l'échange au niveau des capillaires comme justement quand on échange une marchandise ensuite il y a le stockage et justement quand une économie stocke trop c'est-à-dire qu'il y a une forme de coagulation De stase, de c'est stase, ça. exactement. En fait, voilà, donc une économie qui est prospère, une économie qui marche bien, c'est une économie qui est vivante et où il y a peut-être bien sûr un peu de stockage, mais pas comment dire, les fonds ne sont pas tous stockés. Et puis d'autre part, les temples, c'est tout à fait vrai puisque en fait, quand on lit le livre, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était les banquiers en fait de de la Mésopotamie en fait à Wall Street et en fait ce sont des prêtres qui étaient aussi astronomes et qui en fait Oui, le temple absolument. était aussi le lieu de l'argent donc les marchands du temple c'est quand ça a commencé à dégénérer mais en fait les connaisseurs de la monnaie les connaisseurs de l'argent étaient aussi les connaisseurs justement des cycles des astres et ça marchait très bien quand c'était équilibré. Là on vit une Ouais, c'est ça. époque de faillite de fin de cycle génération, enfin comment dire, civilisationnel, et on voit bien que la faillite morale et tout ça, bah, elle se traduit aussi après au niveau économique par une faillite aussi financière. Enfin bon, c'est assez relié puisque justement l'argent c'est quand même le pouvoir, c'est quand même aussi très très symbolique au niveau du pouvoir d'action et du pouvoir aussi du matériel et du spirituel. Voilà, c'est juste ça. Merci. Merci beaucoup parce que Merci. ça m'a emmené vers quelque chose, Olivier, le domaine de cohérence, euh, où on parlait d'équilibre, et on peut parler de cohérence, et l'eau a tout à voir dans la cohérence, de manière générale, et là, tu parlais de l'économie, etc., on parle aussi de ruissellement économique, d'assèchement économique aussi. Euh, mais la cohérence a tout à voir, et l'eau a tout à voir dans la cohérence. Donc, c'est une espèce de transition vers l'eau intracellulaire, l'eau dans notre corps, la biologie. Qu'est-ce Oui. que tu... Alors, avant d'aller jusqu'aux cellules et dans la biologie, pour reprendre ce qui vient d'être dit, c'est déjà la notion de flux. La notion de flux, de circulation. Il faut vraiment imaginer que l'eau dans le corps, c'est un flux qui s'inscrit d'ailleurs dans un flux du vivant, hein. Le vivant se caractérise notamment par ce flux qui est capable de générer le devenir, qui est capable de générer la création à chaque instant. Donc cette notion de flux, elle est vraiment hyper intéressante et elle est vraiment liée à la notion d'homéostasie. Le fait que grâce à ces flux, des équilibres sont maintenus si et seulement si il n'y a pas un élément qui domine sur l'autre. Et là, si on devait rapprocher ça à l'économie et au flux d'argent et de l'utilisation de l'argent dans tout, bon, on va pas ouvrir le débat, mais ça révolutionnerait peut-être. Ça peut être un Euh, sujet. Ça peut être un sujet qui, voilà. Ça peut Bon, mais être un en sujet. tout cas, dans le corps, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un organe qui va vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, il n'y a pas un métabolisme qui va prendre le pouvoir sur l'autre. Il faut qu'il y ait une libre circulation de l'eau et donc de l'énergie et donc de l'information. Et là, si on dit aussi une libre circulation de l'information grâce à l'eau, et pour faire le lien avec la perche que tu m'as tendue, effectivement, il faut qu'elle soit cohérente. Bon, là, on met tout de suite les pieds dans le plat, dans le sens où on va parler d'un aspect d'emblée très particulier de l'eau. Bon, déjà, ce qui caractérise l'eau, encore une fois, c'est sa plasticité. C'est-à-dire qu'une eau, à partir du moment où elle est vivante, en tout cas dotée d'énergie, elle est capable d'adopter plein de formes différentes. Elle a une plasticité énorme, un polymorphisme, elle peut changer d'état, notamment, bah, vous connaissez ces trois états que sont solides, liquides et gazeuses, et c'est déjà le seul élément à pouvoir muter en quelque sorte d'un état à un autre, plus un état supplémentaire où là, elle est entre guillemets cohérente, c'est-à-dire que quand vous, l'exemple qu'on prend tout de suite, c'est que lorsque vous buvez l'eau, elle est liquide, mais sachez que quand elle arrive dans votre organisme, bien souvent, elle va
ralentir son activité moléculaire, elle va se gélifier, si on devait utiliser un terme, elle va se structurer, elle va adopter ce qu'on appelle la quatrième forme de l'eau. Et sous cette forme-là, l'eau devient cohérente, c'est-à-dire que la forme qu'elle va adopter, cette eau, en se structurant, ce qui est une forme le plus souvent hexagonale, c'est-à-dire voilà, 6 molécules d'eau qui se tiennent la main, eh ben, en fait, l'eau a ce génie à ce moment-là, ou en tout cas cette capacité, d'informer dans l'instant environ un million de molécules autour d'elle qui vont adopter la même forme. Et c'est ça, la cohérence de l'eau. Et c'est sous cette forme-là que l'eau diffuse le vivant, et notamment l'information du vivant. Effectivement. Bienvenue Olivier pour parler de tes problématiques. Installe-toi Oui, c'est sur ça. Bienvenue. C'était quoi? Je sais plus ce que c'était cette émission. le divan. Oui, alors ça me rappelle aussi, on parle de cohérence et je fais un dernier lien avec les traditions parce que les moines, les nonnes, les chamans, les hommes médecine, les femmes médecine, souvent venaient mettre en prière tout près de l'eau, hein, prier près de l'eau, chanter des Hum, prières près de l'eau, dans l'eau pour mettre en cohérence l'eau. L'eau hum, dans leur corps, hum, mais pour mettre aussi en cohérence l'eau qui circulait à l'extérieur de leur hum, corps. hum. Et Ouais. j'aime à dire que, les amis, nous vivons dans un bocal. Certes, ce n'est pas de l'eau liquide, comme les poissons, mais on est entouré constamment d'eau sous différentes formes, dans le corps, à l'extérieur du corps, partout, tout le temps. Ah ouais. On savait intuitivement que l'eau portait l'information en quelque sorte. Il savait qu'à partir du moment où il donnait une intention à l'eau, elle allait prendre l'empreinte, c'était un lieu d'empreinte, l'eau, qui était capable d'imprimer en quelque sorte le signal qu'on allait leur donner, l'information, la prière qu'on allait leur attribuer, ou alors se mettre en lien avec l'eau parce qu'on savait que l'eau était réceptrice de ce qui venait d'ailleurs, de ce qui était transcendant et qui nous nourrissait, parce qu'on voilà, on savait qu'on était nourri que bien plus que par on est nourri par les nutriments, ok, par tous, par les aliments et tout ça, mais aussi on est nourri par de l'énergie, on est nourri par de l'information, on est nourri par le verbe. Et ça, bon nombre de civilisations le savaient. Bon, on le retrouve maintenant, bien heureusement, et c'est salvateur. Exactement. Et m'amène à réfléchir aussi, peut-être que certains et certaines d'entre vous se sont posé la question, mais d'où vient l'eau? D'où est-ce qu'elle est apparue? Et de quoi elle est constituée? C'est vrai que d'un point de vue physico-physique, on dit que ce noyau terrestre qui tourne à une certaine vitesse, eh ben, la croûte terrestre, elle tourne moins vite, il y a un frottement qui se crée, ce frottement s'échauffe, crée du magma, et ce magma, en s'échauffant, eh ben, vous avez une vapeur qui va remonter, remonter, remonter en surface, devenir liquide, prendre les propriétés qu'il y a en surface terrestre, c'est-à-dire les électrons, les ions, en tout cas les charger négativement. Une fois qu'elle a récupéré ces éléments-là, eh bien, elle part en mouvement, elle se frotte aux obstacles, elle passe sur les rochers, elle récupère certains éléments pour que, en fin de course, elle soit disponible, vivante originellement, sans avoir été interférée par les activités humaines, par exemple, pour que, bah, voilà, on se dise, OK, pour quel type d'eau mon corps a été conçu? Pour quel type d'eau le corps de cet animal, de cette plante, a été conçu? Et je pense que c'est un Effectivement. vrai débat aujourd'hui de se dire, OK, parce qu'on entend eau vivante de partout, c'est quoi Oui, c'est concrètement le ça. corps? J'aimerais bien avoir ton point de vue aussi sur l'aspect originel, cosmogonique, j'ai envie de dire presque de l'eau. Bah, Et puis, originel, moi, la notion que tu apportes là, tu vois, moi, je l'avais entendu avec effectivement cette notion d'eau fossile et le fait qu'il y avait une source d'eau provenant du cœur de la Terre, en quelque sorte. Mais surtout, au même titre que tout à l'heure, je disais, il faut vraiment ramener l'eau au cœur de la culture. Ça, c'est la première chose à faire, c'est la sortir de l'oubli, en quelque sorte. Mais en plus, c'est très vite de dépasser la notion d'eau en termes d'H2O. C'est-à-dire c'est qu'OK, ça. il y a cet agencement moléculaire, mais en fait, l'eau, c'est bien plus que ça. Et tu as commencé à le dire, c'est-à-dire que l'eau, effectivement, c'est cette présence d'hydrogène et d'oxygène, mais c'est aussi la présence d'ions, c'est-à-dire des minéraux à l'état d'électrolyte, des cations ou des anions, des ions polarisés positivement ou négativement. Ça va être la présence d'électrons,
ça va être la présence de gaz, l'oxygène, donc l'hydrogène moléculaire, de dérivés d'hydrogène. Tout ça, c'est l'eau. Tout ça, c'est l'eau. Avec une activité énergétique qui va de pair, qui va être une activité à la fois bioélectronique, c'est-à-dire liée aux électrons, et bioprotonée, c'est-à-dire liée aux ions H+. Donc, l'eau au sens vivant, c'est tous ces aspects-là réunis, en plus capable de réaliser donc les domaines de cohérence que j'ai évoqués, le fait de tout de suite se synchroniser à hauteur d'1 million de molécules dans nos cellules, enfin voilà, de se syntoniser comme on dit, et collaborant à chaque instant avec les champs énergétiques, avec le vide quantique, avec la lumière, les infrarouges, tout ça c'est l'eau. C'est-à-dire que quand on parle d'eau vivante, c'est cet élément qu'on décrit avec cette activité énergétique, tissant des liens à chaque instant avec les briques du vivant, que ça soit de la matière, de l'énergie et de l'information. Quand on parle de l'eau, c'est tout ça. C'est cette eau capable de se tisser avec les briques du vivant. Et c'est comme ça qu'on en parle dans la nature. Dans la nature, quand on écoute Morisot et autres, quand ils parlent d'eau vivante, ils disent exactement c'est l'eau tissée avec les communautés biotiques actives. C'est-à-dire l'eau qui est reliée à chaque instant avec son environnement au cœur d'un écosystème. Bah, le corps, c'est un sacré écosystème, et l'eau doit être capable de se tisser avec tout ce qui nous constitue, surtout que ces constituants ne peuvent exprimer leurs propriétés qu'en présence d'eau. Donc l'eau est incontournable à l'expression de la vie. Où tu parlais de cette transformation finalement où nous on croit qu'on boit H2O et puis il y a une transmutation, une transformation qui s'opère, notamment une structuration. Donc là, je vous invite les amis à, je ne sais pas si vous avez pris des notes, mais Olivier vient de nous donner les caractéristiques d'une eau vivante, c'est-à-dire à la fois présence d'électrons et d'ions, on est d'accord? Il faut qu'elle ait une qualité colloïdale, Alors là, donc une liberté de mouvement, une capacité de plasticité à tout instant, donc capter de l'information et se former en fonction de l'information qu'elle reçoit, et la présence, évidemment, d'oxygène, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais on oublie un élément fondamental, c'est quand même l'hydrogène actif. Donc ces trois éléments forment l'eau vivante. Donc on ne peut pas, peut-être que je vais en décevoir quelques-uns, mais si vous prenez une fleur de vie ou tout appareil où vous allez penser que en mettant l'eau à proximité, vous allez la rendre vivante, non. Partiellement, oui. Est-ce qu'on peut dire ça? oui, tout à fait. Avec cette notion effectivement de qualité colloïdale qui est importante. Parce que bon, ce qui qualifie le vivant, il y a beaucoup de maîtres mots qui qualifient le vivant, qu'on va peut-être énoncer tout au long de cette soirée, mais notamment cette qualité colloïdale, c'est-à-dire la faculté que l'eau a de mettre à disposition les briques du vivant. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que ces briques du vivant n'attendent qu'une chose, c'est d'être dans l'eau, mais c'est aussi d'être organisé dans l'espace. Voilà. Ça, c'est fondamental pour que le vivant soit. Le vivant n'est que par cette organisation cristalline, en quelque sorte, sous forme de cristaux, de cette stéréochimie aussi, on parle, cette organisation dans l'espace. C'est-à-dire que l'eau a cette faculté alchimique presque de séparer pour organiser et réunir. L'alchimie se caractérise notamment par le fait de séparer les choses pour les révéler et ensuite les réunir, c'est-à-dire les édifier, là en l'occurrence pour l'eau, les édifier dans l'espace pour que le vivant s'exprime à son maximum. Donc cette qualité colloïdale du vivant et notamment cette fonction fondamentale de l'eau d'organiser le vivant dans l'espace, ça c'est vraiment primordial. Et d'ailleurs, et ça, elle le fait notamment grâce à ses qualités énergétiques. Et grâce à ces deux aspects troublants de l'eau, si je peux enchaîner, c'est quelque part, elle est à la fois acide et base, l'eau. C'est comme si elle avait cette polarité qui lui est propre, qui est intrinsèque, et qui lui donne cette capacité, donc, par l'acidité relative, hein, c'est-à-dire son activité protonée, eh ben, d'ouvrir le vivant, de séparer les choses, et par le côté basique, alcalinisant, de ensuite les réunir, mais au sens organisé, c'est pas les ratatiner, hein, c'est de finaliser le système qu'on veut créer. Donc elle réalise vraiment ces deux aspects du process alchimique
une séparation pour révéler les principes, pour révéler les éléments, les organiser dans l'espace et faire en sorte que ça marche au mieux. D'où l'importance fondamentale de l'équilibre acido-basique. Tu parlais d'homéostasie tout à l'heure, Mm. mais évidemment, nous avons besoin d'acidité, évidemment, nous avons besoin d'alcalinité, et tout ça, c'est un réglage, c'est de l'horlogerie suisse de très haut niveau, si vous voulez. Voilà. Et Ouais, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit en permanence dans notre société, là, en 2026, dans certaines villes, et même au-delà, en fait, on est constamment bombardé d'éléments qui vont venir acidifier et que le corps va avoir du mal à libérer. Parce que à d'ailleurs, en tamponner. alchimie, on dit que l'eau, c'est le lien qui libère. Et je remercie Ouais, Pauline qui m'a dit ça il y a peu de temps. Big up. Voilà. oui. Alors là, on touche à un autre maître vivant, par exemple, qui est la complexité. Le fait que le corps soit autorégulé à chaque instant, que l'homéostasie tienne à des ajustements permanents. En picosecondes, ça va à une vitesse folle. Le corps passe son temps à ajuster pour Exactement. rester en équilibre. C'est-à-dire pour à la fois garder son homéostasie et moi, un mot que j'ai inventé qui est l'homéostatérie. Parce que l'homéostasie, c'est l'équilibre statique. L'homéostatérie, c'est l'équilibre oscillante. Et quand on regarde le vivant d'un point de vue électromagnétique, on sait que la vie vient de la radiation, vient d'une énergie, qu'elle est maintenue par les radiations et que la vie s'éteint par un déséquilibre de ces oscillations, par la perte d'équilibre, mais par un déséquilibre de ces oscillations. Donc, il faut vraiment avoir une notion dans le vivant que ce qu'il faut retrouver, c'est une juste oscillation dans une juste mesure. C'est pas quelque chose de statique forcément. Quand ça bouge plus, c'est plus proche de la mort qu'autre chose. Donc le mot homéostasie, il vaut, mais je crois qu'il vient surtout de l'empreinte qu'on avait d'aborder le vivant d'un point de vue chimique et donc statique. Ça vaut, c'est pas, mais c'est pas complet pour moi et c'est pour ça que j'ai cherché le mot qui pourrait qualifier enfin le juste équilibre Le juste oscillant, équilibre en permanence. oscillant, tu vois, par une juste oscillation qui est l'homéostatérie. Donc Et que l'eau effectivement, transporte, que l'eau permet, que l'eau autorise. et du coup, l'eau est l'élément qui est majeur dans le maintien de ces équilibres, et notamment sur deux équilibres fondamentaux qui ensuite sous-tendent la qualité du milieu dans lequel nous vivons, qui sont l'équilibre acido-basique et l'équilibre d'oxydoréduction. Ces deux équilibres-là sont majeurs. On peut en rajouter, moi j'en rajoute un autre qui est l'équilibre pyrique, c'est-à-dire le fait de rendre le feu intérieur juste. Là aussi, il y a un équilibre à trouver qui, si on ne le trouve pas, on tombe sous le coup d'un feu métabolique qui nous place dans un état inflammatoire à bas grade et qui fait le lit de bon nombre de problématiques, au même titre que l'oxydation et que l'acidité. En tout cas, l'enjeu étant à chaque instant de restaurer, de préserver ces équilibres acido-basiques, d'oxydoréduction et de feu aussi, j'aime à dire, parce que ça, c'est pareil, celui-là, je l'ai rajouté. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la vie, par principe, a une tendance oxydante, a une tendance anthropique, on pourrait dire. C'est-à-dire que, par principe, la vie, de par nos fonctionnements métaboliques et autres, vont produire des acides forts, il faut les tamponner, vont produire des déchets qui amènent à une oxydation, à une corrosion, à de la dérégulation, et amènent des radicaux libres qui vont nourrir le feu qui va maintenir un état inflammatoire. Tout ça, ça se produit à chaque instant dans nos cellules. Donc, il faut un élément qui vienne tamponner ça, ou en tout cas inverser le process. Donc, tamponner les acides forts, l'eau alcalinisante peut le faire, réduire l'oxydation par un apport notamment de charge négative d'électrons et d'hydrogène moléculaire. L'eau est porteuse de cela. Et l'eau est aussi porteuse d'un feu qui est capable d'inverser ou en tout cas d'équilibrer le feu métabolique qui, si lui, il reste seul, amène encore une fois à cet état inflammatoire à bas grade. Donc l'eau est primordiale et c'est pour ça qu'on l'appelle le milieu. D'ailleurs, c'est le milieu dans lequel nous baignons, c'est bien l'eau, à la fois en tant que milieu, c'est-à-dire en tant qu'environnement dans lequel nous vivons, et parce qu'elle se situe aussi comme point d'équilibre majeur
c'est la source d'équilibre fondamentale, en fait. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler l'importance de l'eau. Là, c'est vrai que on évoque plein de choses. On l'a fait sur les traditions, on commence à parler de cet équilibre homéo-stratosphérique, je sais plus comment tu as dit. Stratosphérique. Satirique. Voilà. Mais Stratosphérique. je tiens à rappeler que pour les liquides dans notre corps, euh, en masse et en volume, comme tu te plais à le dire par moment, on est autour de 70%. On peut trouver des scientifiques qui nous parlent de 65, d'autres de 80. On va dire que il y a on se met à peu près tous d'accord pour dire on est composé à 70% d'eau, ce qui est colossal, que moléculairement, selon le professeur Marc Henry, 99,1% d'eau, qu'une seule de nos cellules contient à elle seule 22 milliards de molécules d'eau, que le meilleur conducteur pour le champ électromagnétique, c'est l'eau. Et il me semble fondamental, faut quand même savoir que l'information dans le corps circule à 1500 mètres secondes grâce à l'eau, à travers l'eau dans le corps. Et pour ça, il faut que l'eau respecte certaines caractéristiques, notamment sa structure, notamment sa qualité colloïdale. Et malheureusement, j'ai envie de dire, euh, parce que je trouve pas d'autres mots là-dessus pour l'instant, c'est que l'eau qu'on nous sert depuis, et ça revient finalement à ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire que maintenant que l'eau est chez nous, c'est-à-dire qu'on ouvre un robinet, il y a de l'eau qui coule, bah, tu disais même on l'appelle la flotte, bah, ça devient, on ne perçoit plus son importance. Et au-delà de ça, une fois qu'elle est sortie de terre, elle est traitée, aspirée, elle subit moult mouvements qui font que elle arrive dénaturée. Donc, Ouais. ça veut dire que l'eau que l'on boit à ce moment-là, le corps va devoir faire des efforts considérables bah, pour pouvoir déjà dégager quelques molécules et puis retrouver sa structure, retrouver son énergie vitale. Parce que on lit d'emblée que l'énergie vitale, ce qu'on appelle le chi, le ki, c'est l'eau dans le corps. C'est l'eau dans notre milieu corporel. L'eau intracellulaire, fondamentale. On a longtemps cru d'ailleurs que l'intelligence de la cellule était la mitochondrie. On s'aperçoit que ça se passe plutôt en surface de la cellule, euh, Mmh. par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, L'eau, dans cette présence, c'est-à-dire en masse et en volume et en nombre de molécules, c'est vrai que on a du mal à considérer la place qu'elle prend, et notamment quand on parle d'eau interstitielle, c'est-à-dire le fait que nous baignons dans l'eau, et toute cette eau qui se situe au milieu de nos organes, nous baignons dans l'eau. Et cette eau interstitielle est qualifiée comme étant le 80e organe, en fait, en quelque sorte. C'est au bas mot au moins 10 litres d'eau qui sont consacrés au mouvement, qui sont consacrés aux échanges, qui sont consacrés au transfert d'informations. C'est juste phénoménal. Et en termes de débit, tu as raison, c'est hors norme. C'est Marc-Henri qui s'était amusé à calculer le débit d'information à la seconde, c'est 100 hexaoctets. Autant dire que c'est des quantités d'informations à la seconde qui sont juste phénoménales. On ne soupçonne pas quoi, que l'eau a cette puissance-là. j'ai une question dans le chat, j'en profite pour te la poser avant Ouais. que, voilà, que je parle un petit peu du cœur des biophotons rapidement et succinctement, parce qu'on n'est pas là non plus, mais c'est pour donner une largesse d'esprit et surtout le pouvoir illimité de l'eau dans notre corps et au-delà. Euh, Docteur Nassima Bouzroura nous dit, je ne saisis pas pour l'équilibre pyrrhique, parce que c'est un Pyrrhique. mot Ouais. que t'as inventé, ça, peut-être aussi. Bah, C'est un disons que je me suis biologie. dit, ça peut être quoi l'équilibre de feu? Alors, je me suis dit, équilibre pyrrhique, ça, voilà, équilibre de ce qui touche au feu. Ben, en fait, effectivement, dans les phénomènes de combustion qui œuvrent dans notre corps, il va y avoir production de déchets, il va y avoir production de résidus, il va y avoir production de radicaux libres qui vont se faire ensuite nourriciers du feu. Ce qu'on va appeler le tétraèdre du feu, c'est-à-dire que ces déchets-là, si on leur donne pas une issue, si on leur donne pas, si on les neutralise pas, si on les recycle pas, si on les élimine pas, alimentent quelque part le feu métabolique, deviennent source d'un feu latent en quelque sorte, et source de l'oxydation tout pareillement. Hein. Faut pas essayer de trop dissocier. C'était pour amener une autre vision à la stase de déchets, au terrain oxydatif qui se crée, au terrain d'acidose qui se crée.
eh ben, on parle de cette inflammation bas grade qui court dans nos cellules et qui va de pair avec ces deux déséquilibres que sont le déséquilibre acido-basique et le déséquilibre d'oxydoréduction, et qui est donc, c'est pour ça que je parle d'équilibre pyrrhique, c'est-à-dire cette nécessité d'inverser un feu, ou en tout cas de le tempérer, mais même de le réorienter. Mais là, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, ça ouvre à bien plus que l'eau. Ça Ouais, ouvre à ouais. l'importance du feu secret dans le corps, ça ouvre à la nécessité d'œuvrer alchimiquement dans le corps. Le propre du feu alchimique, c'est justement de tempérer ce feu-là, de le rendre juste, de le réorienter. Ouais, parce que tu as En commencé tout à l'heure en sachant, parlant d'eau et de feu. Donc, je pense ouais, peut-être en que sachant quand même que, et ça m'a troublé quand j'ai vu ça, une des étymologies d'alcalin, ça veut dire qui génère du feu. C'est une eau de feu, l'eau alcaline. On est focus sur le fait que ça soit une eau capable de neutraliser à juste titre les acides forts, par exemple, que ça soit une eau capable de réduire l'oxydation, mais c'est aussi une eau de feu. C'est une des étymologies d'alcalin qui ramène à la potasse, qui ramène au fait de potasser, de bosser, d'œuvrer par le feu. Et j'ai trouvé ça troublant que cette étymologie parle de ça. on garde ça dans un coin, la graine est Oui, ça, plantée, c'est voilà, c'est associer sujet l'eau et le annexe. feu. D'ailleurs, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, on a fait une petite conversation inspirante autour de justement de Ouais. révéler votre feu secret. Donc vous pourrez aller voir, toujours intéressant. Euh, Mais juste pour ouais, je t'en terminer, prie. enfin je continue, c'est pas pour terminer. Effectivement, du coup, tout ça pour faire le lien quand même 2 secondes avec la voie alchimique, qui est une voie de retour, une physiologie de retour à l'origine, qui est véhiculée par le feu, par l'eau, pour recontacter aussi un feu originel. C'est tout ça pour dire qu'il y a vraiment une physiologie. L'eau, on dit, l'eau originelle, on dit qu'elle est voilà, donc en gagne que certains qui la connaissent, c'est un retour à l'origine. Et ben, il y a là aussi, dans le corps, via l'eau, grâce à l'eau, une physiologie qui nous permet de revenir à l'origine et qui nous permet de générer ce feu vital, en quelque sorte, porté par l'eau, porté par le baptême. Le baptême d'eau, c'est voilà, c'est un baptême qui porte le feu. Donc, grosso modo, quand on boit alors H2O en plus c'est intéressant parce que ça forme un triangle, hein. Vous pouvez avoir en représentation une espèce de triangle 3D. Les photons, ce qu'on nomme les photons de la lumière, ils ont exactement ce même pattern, ce même schéma, cette même empreinte, comme si ça rentrait parfaitement pour nourrir cette énergie vitale dans le corps, Mm. puisque l'eau que vous buvez H2O se transforme en H3O2. Bref, elle se transforme. Ce quatrième état de l'eau dont tu parlais tout à l'heure et qui permet notamment la circulation sanguine dans le corps. Ce n'est pas que le cœur. Et en parlant du cœur, j'avais envie juste de vous rappeler que c'est vrai qu'on parlait de cohérence tout à l'heure. Les battements cardiaques, entre deux battements cardiaques, qu'est-ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque, c'est-à-dire les espaces de silence entre chaque battement. Plus votre cœur va battre de manière cohérente, ça veut dire un alignement, ça veut dire, par exemple, quand vous avez une sensation, ressentir une forme de sérénité, de paix intérieure, de joie, peu importe ce que c'est, peu importe comment on le nomme finalement, parce que ce ne sont que des mots qui impliquent une chimie dans le corps, cette cohérence de la variabilité du rythme cardiaque va être reçue par l'eau intracellulaire. Parce que l'eau intracellulaire, elle va recevoir, stocker, transmettre la cohérence de ces battements dans chaque cellule de votre corps. Et ça va aller dans les cellules, mais aussi dans les mitochondries, dans l'ADN. D'ailleurs, les mystiques disaient l'eau écoute le cœur. L'eau, elle peut stocker, amplifier, restituer ce qu'on appelle la cohérence émotionnelle, intentionnelle. Donc, effectivement, toute l'énergie émotionnelle, mais aussi celle de vos intentions. Elle va, parce que bon, on sait que le sang, d'abord, il circule en vortex, comme le cœur d'ailleurs lui-même est formé en vortex. Euh, L'eau qui circule dans le corps, comme le sang, par exemple, dans les sociétés de longévité, comme je pense là à Okinawa, mais il y a aussi Hunza Valley, enfin il y a beaucoup d'endroits, des zones bleues dans dans le monde, qui buvaient consciemment cette eau parce qu'elles savaient que le sang, dans l'information qu'il va transporter, va transporter cette intention, va transporter cette émotion, ce sentiment à travers l'ensemble
de nos organes, de nos tissus, de nos cellules, de nos molécules. Donc, ça paraît un petit peu, ça peut paraître un peu perché ou de se demander mais pourquoi ces chamans sont en train de chanter dans l'eau ou sont en train de faire des prières à l'esprit de l'eau? Parce que déjà, pour la plupart des traditions, et on en vient aujourd'hui avec la science, de ce dont on est en train de parler, l'eau a un esprit vivant. C'est un être vivant à part entière. On peut plus le nier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Franz Albert Popp qui a découvert il y a quelques années ce qu'on appelle les biophotons. On a de la lumière dans nos cellules. Le cœur, c'est un peu la fréquence. L'eau, c'est la forme qui va pouvoir transmettre la lumière, le message, les biophotons à travers ce qu'on appelle la structure de la cellule, les microtubules. Donc le cœur, par son champ cohérent, quand il est cohérent, oriente finalement la distribution de ces biophotons, de cette lumière, dans la cellule. Et l'eau structurée, elle va l'amplifier, elle va guider ces photons à travers les réseaux des liquides des tissus, à travers tout le corps. Et c'est cet ensemble qui va créer comme une symphonie, j'ai envie de dire, une symphonie lumineuse à l'échelle cellulaire. Donc, c'est fondamental de saisir l'importance de l'eau que vous ingérez et des pensées, des émotions, des sentiments, des intentions dont l'eau va se saisir et transmettre. Donc, quel type d'information on est en train d'envoyer à chacun de nos organes, à nos tissus, à nos cellules, à chaque instant, à chaque moment. On ne va pas parler d'épigénétique ce soir, mais on sait que notre environnement a un impact extrêmement important. Donc, l'eau que l'on boit, d'où elle vient? Comment on la boit? C'est juste fondamental. Et du coup, la cohérence cardiaque, enfin, tu sais, il y a un exercice comme ça de cohérence cardiaque. Oui, effectivement, il y a c'est tout simple pour Respirer ça. par le cœur, quoi. Oui, voilà, effectivement, si ça vous intéresse, j'ai fait une masterclass sur le cœur qui s'appelle Cœur humain, cœur quantique. S'il y en a que ça intéresse ce soir, vous m'envoyez un message et bien évidemment, je vous l'offrirai. Et peut-être que il y a des outils, il y a des méditations, il y a des respirations, et c'est des choses qui sont étudiées scientifiquement depuis 1991 euh, et qui ont donné des résultats absolument extraordinaires, qui sont utilisés dans comment on appelle ça, les traumatismes post-guerre, etc. Enfin, tu sais, quand tous ces soldats euh, viennent de la guerre dans les écoles, dans les universités, dans la police, etc., dans divers endroits du monde, c'est utilisé. Et c'est pas simplement j'inspire 5, j'expire 5. Hein. Ça va un petit peu plus loin que ça, bien évidemment. Mais l'eau, c'est elle qui transporte tous ces éléments-là. Donc, c'est pas l'eau toute seule. Elle a besoin de travailler aussi avec ben, Ouais, le vivant. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, hein, quand on définissait l'eau vivante, c'est l'eau tissée avec tous ces éléments-là. Et notamment, c'est l'eau tissée à la lumière. Ce qui caractérise l'eau capable de prendre une information, de prendre l'empreinte d'une information, du verbe, vous y mettez ce que vous voulez derrière, le fait de relationner avec ce niveau-là de réalité, c'est donc la quatrième forme de l'eau. C'est cette eau structurée, cette eau hexagonale, porteuse d'électrons. Porteuse d'électrons. Or, l'électron, c'est le poumon qui respire la lumière. C'est comme ça que définissait Jacqueline Doucet, comme ça qu'elle définissait l'électron, elle trouve ça génial. L'électron, c'est le poumon qui respire la lumière, c'est-à-dire qu'on a là l'eau qui se prête au mieux à porter la lumière, à se laisser traverser par la lumière, à dialoguer avec la lumière. L'eau sous cette forme-là devient ce qu'on appelle transductrice, c'est-à-dire qu'elle est capable de transformer le message porté par la lumière pour en faire une énergie pour le corps, pour en faire une énergie cinétique. Et ça, c'est vraiment génial. Elle se fait prisme. Elle a cette organisation cristalline qui lui permet de réaliser tous les phénomènes qu'on dit piézoélectriques, mais en tout cas transductrice. Elle se fait transductrice, c'est-à-dire qu'elle est capable de recevoir la lumière. La lumière est porteuse d'une information et de tout de suite informer les briques du vivant qui vont soit prendre une forme, soit prendre une fonction. Enfin, tout tombe sous le coup de l'information. De toute façon, rien n'y échappe. Et c'est l'eau, grâce à sa cohérence,
c'est-à-dire cette nature structurée cohérente, hein, on l'appelle aussi eau cohérente. Quand elle quitte cette nature-là, elle est donc incohérente ou décohérente. Mais quand elle est intimement liée à l'information et devant porter l'information grâce à la lumière ou par la lumière, là, elle est cohérente et c'est un agencement incontournable pour que l'information puisse s'exprimer au mieux, pour qu'elle soit la plus claire possible et informer au mieux le vivant, et ainsi l'harmonie est parfaite. Mais on a une capacité exceptionnelle, les amis. C'est que ce quatrième œil, finalement, quand on l'observe au microscope, hein, il y a des vidéos pour ceux que ça intéresse, on vous les montrera ultérieurement ou on l'enverra. Vous avez comme un espace qui s'ouvre, comme si cette eau qui arrive sur une surface qui l'aime, il y a une notion d'amour encore, une surface qui l'aime, eh bien, elle va se structurer. Mais je me suis dit, mais quelle intelligence, parce qu'il faut, pour structurer cette eau, il faut bien qu'il y ait une conscience, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vienne C'est la ça. structurer. D'où est-ce que vient cette structure? Et nous avons la capacité inhérente, et c'est chaque être humain, et je ne parle pas là des animaux ou des plantes, mais c'est pareil pour eux, on a la capacité d'élargir en quelque sorte ce quatrième état de l'eau dans notre corps. On appelle easy water. Ce quatrième état, on peut, et puis plus il va être grand, plus il va y avoir de l'espace, plus il va être structuré, plus il va y avoir des couches, plus on va avoir une énergie vitale incroyable. C'est indubitable. Et on a des moyens simples qui ont été vérifiés plusieurs fois dans des laboratoires qui démontrent que eh bien, cet espace-là va pouvoir se créer, par exemple, par les infrarouges. Les infrarouges, il y en a partout. C'est pour ça que d'ailleurs, avec des lunettes de vision nocturne, on peut repérer l'humain, ou des zones chaudes en tout cas. Parce qu'on a ces infrarouges. Et que produit les mitochondries dans notre corps? De la chaleur. Et qui va permettre à ce quatrième état de l'eau de pouvoir fonctionner à plein. Mais c'est pas tout. Ils ont étudié cela également avec les photons, avec la lumière du soleil, avec même la lumière des ampoules de nos bureaux, par exemple. Mais c'est pas tout. Et là, on va aller un tout petit peu plus loin. L'amour. Elle va me dire, l'amour, pourquoi il me parle d'amour celui-là? C'est quoi le rapport entre l'amour et l'eau? Mais ils ont observé qu'un être humain pris d'affection pour son chien, qu'il prend dans ses bras et qu'il a un moment d'amour pour son chien, on va le dire comme ça, eh bien, ils observent que cet espace du quatrième état de l'eau grandit aussi à ce moment-là. Donc, et on peut parler aussi du quatrième état de l'eau qu'il y a dans les plantes, quand on fait des extractions de jus, par exemple. Enfin, il y a tellement de choses dont on aimerait vous parler ce soir, mais on va prendre 3 heures. Mais sachez que on a cette capacité, et c'est inhérent au vivant, inhérent à chaque être humain, d'augmenter notre énergie vitale par des gestes simples. Et ça démarre, et je pense qu'Olivier sera d'accord avec moi, euh, ça démarre par l'eau que l'on boit. Est-ce que, et je Oui, te d'où pose la... la question ce soir, Olivier, est-ce que l'eau que l'on boit aujourd'hui, c'est-à-dire tout à l'heure, hein, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, quel choix on a entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille, la peste ou le choléra? Finalement, on est face à un état flocculé de la molécule d'eau. Je pense que tu vas y revenir. Donc ça veut dire qu'elle est dénaturée. Comment peut-elle prendre l'information? Oui, c'est ça, oui. On est à l'opposé des caractéristiques qu'on a décrites, encore une fois, qui qualifient une eau vitale, une eau vive. Hein, c'est encore une fois toute l'activité énergétique qui accompagne ces molécules, c'est la présence d'ions, d'électrons et d'oxygène et d'hydrogène moléculaire. Bon, ben, quand on regarde les eaux qu'on consomme au quotidien, encore une fois qu'elles soient en bouteille ou du robinet, elles n'ont aucune de ces caractéristiques. Et effectivement, ce qui Voilà. qualifie aussi une eau vitale et vivante, c'est le fait qu'elle soit colloïdale, c'est-à-dire organisée dans l'espace. Ces eaux-là sont à l'état flocculé, c'est-à-dire elles sont à l'inverse. Et ça, c'était Linus Pauling, prix Nobel, qui nous disait Double que, prix Nobel même. double Double prix prix Nobel, Nobel. qui nous disait que ce qui qualifie le vivant et ce qui fait la vie, c'est surtout la taille, la forme et l'espace avec Martin Chaperon. C'est l'espace au sein d'une molécule et autour d'une molécule qui sont bien plus importants
que le composé chimique lui-même. Mais on l'a dit tout à l'heure, le composé chimique lui-même, il ne peut rien exprimer tant qu'il n'est pas dans de l'eau. Si et seulement si, elle a les caractéristiques d'une eau vive. Et effectivement, dans les eaux qu'on boit au quotidien, ben, il n'y a aucune de ces caractéristiques. Donc, bien évidemment, que ça fait une eau ben, qui n'apporte pas grand-chose à notre organisme en termes d'hydratation, en termes de préservation du milieu, de rétablissement des équilibres et puis de tout ce qu'on a évoqué sur la formation de cette quatrième forme de l'eau et cette capacité d'interagir avec la lumière. Ça, c'est sûr que là, on s'est privé au fil du temps ben, d'un élément nutritif premier, d'un élément de vie premier, et qui est indispensable, encore une fois, à l'expression de la vie. Et là, ça me renvoie tout de suite à Masaru Emoto. Mmh. D'ailleurs, le docteur Gérald Pollack et d'ailleurs Marc-Henri se demandaient, en fait, ils se demandaient pas, ils le savaient, mais c'est une manière de parler, si en fait, lui qui a été tellement décrié pendant Mmh. des dizaines et des dizaines d'années, n'avait-il pas raison? Mmh. Bénéviste, Mmh. Montagnier, Mmh. les Russes, parce que même Mmh. Bénéviste a pris, bon. Mmh. Donc, Mmh. ce qu'on peut observer, ce qu'on sait aujourd'hui de manière indubitable, c'est que l'émotion humaine et la vibration d'un son Mmh. et où vont venir informer l'eau intracellulaire. Mmh. Donc, il est évident que, et on parlait d'équilibre tout à l'heure, euh, si on passe notre temps à être en colère, parce que un des premiers éléments qui dénature l'activité même de nos cellules, c'est le stress chronique, les amis. Encore plus quand il est inconscient. Encore quand on met la lumière dessus, on peut peut-être aller accepter, voilà, il y a plein de choses à faire pour calmer un petit peu notre stress chronique, mais c'est le premier oxydant, c'est le premier qui va finalement, parce qu'on parlait d'oxydation, peut-être il y a des gens qui ne comprenaient pas ce que c'est que l'oxydation. Eh bien, c'est le vieillissement prématuré de la cellule en vrai. C'est Oui, son ça amène au dysfonctionnement vieillissement prématuré. prématuré. Voilà. Mmh. Donc, la manière dont on va boire, moi j'ai toujours cette image d'Avatar en 2001 quand j'avais été voir ce film et qui m'avait fait quelque chose. Je pense que bon, peut-être ça veut rien dire pour vous, mais la manière dont Neytiri, à un moment donné, dans ce film, initie Jack Sully à la vie des Omaticaya, des Na'vi, à un moment donné, elle se retrouve à avoir soif, il a lu de la pluie, et avec une espèce de une grande feuille, elle se met à boire, mais elle boit avec tellement d'amour, tellement de gratitude. Tu sens que, voilà, la manière dont on va boire, les amis, c'est pas le monde des bisounours. La manière, on le sait aujourd'hui, la manière dont vous allez boire, la manière dont vous allez penser, la manière dont on va être stressé ou pas pendant qu'on prépare la cuisine. Les aliments sont faits à 80, 90, 95% d'eau. Donc, ils captent sans arrêt tout ce qui sort de votre champ, votre cœur, irradie plusieurs mètres devant vous et tout autour de vous à 360 degrés. C'est le champ électromagnétique le plus puissant de votre vie sur Terre et il vous connecte au vivant, il vous connecte au champ quantique. En permanence. En permanence. Et ce qui l'autorise, c'est l'eau. Ce champ électromagnétique peut vivre grâce à l'eau, sous toutes ses formes, dans votre corps, au-delà de votre corps. Il vous relie chaque battement, chaque espace de silence entre les battements. Bien sûr qu'on le ressent dans notre corps, mais chaque battement, c'est autant d'informations qui est envoyée aussi à l'extérieur de vous, pour peu qu'il y ait véritablement un extérieur de soi. En tout cas, en apparence. C'est envoyé en permanence. En permanence. Donc, moi, je dis pas qu'on est tous parfaits, on n'est pas des saints. Il y a des moments où tu es en train de boire un coup, tu en as ras-le-bol parce que ton gamin, parce que ton ex-mari, parce que tu t'es cogné le petit orteil dans ton lit. Oh, putain, fais chier. Bon, mais si on peut mettre un petit peu de conscience de temps en temps, sachez que l'intelligence de votre cœur, l'intelligence de votre corps, l'intelligence de l'eau dans votre corps va le capter. Et ça, c'est une solution simple, facile, pour ne serait-ce qu'amorcer un mieux-être. Dans quelle conscience je suis quand je bois? Dans quelle conscience je suis quand je cuisine? C'est une méditation les yeux ouverts, en vérité. Et ce qui nous permet, ce qui nous autorise cette conscience, c'est l'information émise et reçue par notre corps, par notre cœur, grâce à l'eau. Rien n'est possible sans l'eau.
Voilà. Rien n'est possible sans l'eau. Si tu m'entends là, Olivier, à parler dans ce micro, mes cordes vocales qui vibrent et qui font un son, c'est grâce à quoi si c'est pas grâce à l'eau qui transporte tout ça? Eh oui. Donc voilà, donc on a des solutions, il y a des solutions qui existent. Voilà. Vas-y, Olivier. Non, 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 mais voilà, on a déjà dit beaucoup de choses. En tout cas, c'est vraiment la médiatrice universelle. C'est-à-dire que dans le vivant, que nous prenions le côté matière, que dans le vivant, nous prenions le côté énergie, que dans le vivant, que nous prenions le côté information et que nous prenions le côté conscience, tous ces niveaux-là de réalité qui concernent notre réalité, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est réel, ça commence à être objectivé même scientifiquement, mais l'eau est l'élément médian de tout ça. L'eau est l'élément interface. À chaque instant, et comme elle interagit à chaque instant, comme tu viens de le dire, avec le vide quantique, avec la conscience, elle a cette intelligence intrinsèque qui fait qu'elle sait à chaque instant la forme qu'elle doit prendre pour assumer tel rôle ou tel rôle dans notre organisme. Et ça, c'est fabuleux. Ce qui reste associé au mot mystère, parce que les scientifiques, quand ils objectivent ça, on a encore bien du mal à l'expliquer. Et d'ailleurs, ils appellent ça le comportement social de l'eau. C'est comme ça qu'ils qualifient ce polymorphisme de l'eau, cette eau multifacette, et qui est capable, encore une fois, de faire dialoguer tous ces niveaux entre eux, et surtout, comme l'a dit Stéphane à l'instant, d'interagir avec le niveau de conscience, avec la conscience. C'est primordial si on prend ce préalable que la conscience ou le verbe ou l'information première de toute chose préexiste et sous-tend la qualité de notre réalité ici-bas. Si on adhère à ce préalable, que c'est de notre connexion à cette conscience, que c'est de notre connexion au verbe que dépend la qualité de ce que je suis, ben là on se dit ben effectivement c'est peut-être un sujet que d'avoir le meilleur Wi-Fi possible. Quelle eau. Et ouais, exactement. Bah, merci de cette passe avec le Wi-Fi. Parce que ce qui génère le Wi-Fi, ce qui va générer le Wi-Fi, c'est la communication. Donc l'information qui va circuler entre votre cœur, votre cerveau et votre corps. Et si ça, c'est aligné, d'ailleurs on le connaît, hein, c'est sur une fréquence à 0,1 Hz. C'est le champ de fréquence des baleines et des sous-marins, au passage. Euh, donc, on sait parfaitement que quand tout ça est aligné, on génère un signal Wi-Fi ultra puissant, naturel, bénéfique, grâce à l'eau. Parce que tout ça, ça va aider à structurer. Si vous autorisez, parce que je pense que tout est une question d'autorisation, si vous vous autorisez à mettre un peu de conscience, à vous hydrater avec une eau qui a ses caractéristiques, tout ça va vous faire rentrer dans pas une quête d'équilibre, mais naturellement, le corps il va dire, ouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça me plaît. Ça ne veut pas dire que c'est magique sur un claquement de doigts, on est d'accord, parce que bah, nos cellules qui baignent dans cette eau, souvent, ont été nourries avec des niveaux de stress. Alors quand je parle des niveaux de stress, je parle d'épinéphrine, adrénaline, cortisol, liés aux hormones de stress naturelles, hein, dans la survie. Les hormones de stress, elles sont hyper importantes, et elles sont présentes pour ça, pour nous sauver dans la survie. Mais quand elles se maintiennent, et elles se maintiennent pendant des semaines, des mois, des années, les cellules qui ont été nourries à ça, elles vont pas être d'accord tout de suite, quoi. Donc ça va générer des survocalisations, attraper des mémoires pour vous. Ah non, mais redonne-moi ma dose, quoi, hein, parce que là, il m'en manque. Donc là, vous apportez un peu de conscience, le corps va commencer à réagir. Et pas seulement le corps. L'interaction, j'ai envie de parler de synchronicité presque, mais l'interaction avec soi, les prises de conscience avec soi et avec les autres et avec votre environnement. Plus encore tout ce qu'il y a à découvrir. Parce que je suis sûr qu'il y a encore des choses à découvrir euh, parce que là, on parle de l'eau comme interface incontournable, et c'est le cas pour interagir avec le monde informationnel, avec tout ça. Et il y a toute la science des plasmas, c'est-à-dire que l'eau plasma, qui est une façon de nommer un peu la quatrième forme de l'eau, mais il pourrait y avoir
aussi des qualités de l'eau vivante qui interagissent avec nos minéraux au fin fond de nos cellules et qui génèrent des plasmas qui eux-mêmes se font l'interface entre la réalité que nous sommes ici et le transcendant, le vide quantique. Bon, c'est un sujet supplémentaire qu'on ne va pas développer là, mais je pense que c'est des mystères qui vont être levés dans les années à venir avec la science des plasmas, et c'est vraiment intéressant de regarder ça. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que ça ouvre un chapitre un peu fort. Mais tout ça, sinon, je voudrais revenir sur une chose, c'est que ce qui est vrai, ce qui est troublant, c'est que dès qu'on offre au corps ce carburant fondamental qu'est l'eau, on sent le corps qui fait ouf. Mais en fait, parce qu'on ne soupçonne pas à quel point on roule avec le frein à main, à quel point on a mis en place des choses qui ne nourrissent plus le vivant dans notre corps, ou alors parce qu'on est trop interventionniste, ou alors parce qu'on entrave la vie. Et l'eau a cette faculté de nourrir les dynamiques de vie et de lever les entraves du vivant. Et ah bah, rien que ces deux notions-là, le corps fait ouf. Le corps fait ouf. D'un seul coup, il dit, ah, ça y est, quelqu'un a Exactement. enlevé le frein à main et ça va nettement mieux. Et c'est au départ presque aussi simple que ça. On ne soupçonne pas à quel point on entrave la vie, consciemment ou inconsciemment, Exactement. de par la qualité des apports que nous avons, de par les stress que nous vivons, tous ces stress exogènes, toutes ces choses qui vont générer de l'oxydation de l'acidité et ce feu qui altère, qui sont des entraves à la vie. Et bien, en fait, quand on voit cette eau-là, elle inverse tout ça très rapidement. Et là, d'un seul coup, la vie court dans notre cœur, dans nos veines, dans nos artères et partout. Et on lève progressivement les entraves à la vie. Et c'est notre rôle premier, en fait. C'est d'avoir ce non-agir agissant. C'est-à-dire qu'en fait, on amène là juste un élément qui est doté de vie, qui restaure la vie et qui remet l'homme à sa juste place dans ce sens où il n'est pas interventionniste. Tu vois, et comment développer la 16 de ne rien faire au sens interventionniste? Eh ben, c'est un sujet, hein, sincèrement, aujourd'hui, qui ramènerait peut-être l'humain à sa juste place, là où il est arrogant, là où il est trop interventionniste, au point que, à force de l'être, eh ben, il entrave la vie. Et ça vaut pour son corps et ça vaut pour les écosystèmes dans lesquels nous vivons, ça vaut pour la biodiversité, ça vaut pour tout ça. Hein. Et c'est vraiment là, du coup, l'eau, elle ouvre vraiment à ce sujet du vivant, de la place de l'homme au cœur du vivant, de la place de l'eau au cœur du vivant aussi. Et c'est vraiment très enseignant, je trouve. Et d'ailleurs, l'eau sacralisée, qu'on appelle aussi les eaux miraculeuses, etc., ont été étudiées, bien entendu. Aujourd'hui, on a des éléments pour pouvoir parler de ce qu'est une eau miraculeuse, une eau sacrée. Mais Louis-Claude Vincent, en 71, je crois, disait que l'eau est le premier culte de l'homme parce que c'était le vecteur de santé numéro un. Donc, euh, au-delà même de tout ce qu'on vient d'évoquer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent, OK, mais bon, comment on fait? Mais l'expérience, euh, boire une eau vivante, s'hydrater à une eau vivante, être au contact d'une eau vivante, ça se vit, en fait. Ça se vit, ça se vibre dans le corps. Il n'y a, il y a pas mille mots pour le dire, c'est vraiment l'expérience directe de ce que ça fait. Euh, on a de moultes exemples, je pense, on ne le donnera pas forcément ce soir, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on parle d'eau miraculeuse, qu'on parle d'eau sacrée, etc. Lourdes a été étudiée. L'eau qui court dans la grotte de Nordeno en Allemagne a été étudiée. À Valley, à Taclote au Mexique, à Okinawa, partout. On sait, on connaît ces éléments aujourd'hui. Et encore, on ne fait aucunement allusion, aucun scientifique ne fait allusion aux intentions et aux prières et aux chants prières qui peuvent être émis en plus, qui rend cohérent. Ça apporte de la cohérence. Et tout ça, c'est fondamental. D'ailleurs, tu parlais des briques du vivant, les protéines en sont. Bah, Hum, les protéines, elles utilisent les fluides d'eau comme des espèces de rails électrostatiques pour le transfert d'électrons. Donc, en fait, tout ça est lié et l'eau est présente partout. Pour ça, ben, penser électrons, penser structure, penser mouvement. On a commencé quasiment avec ça. hum, Euh, et en fait, tout ça,
Donc, je le redis, c'est pas parce que vous mettez votre bouteille d'eau sur une fleur de vie que vous allez rendre une eau vivante. Voilà, j'ai juste envie de vous faire passer le message, ça va un petit peu plus loin que ça. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on n'a pas observées encore, mais l'intention que vous mettez déjà quand vous buvez votre eau, l'état énergétique, émotionnel, intentionnel dans lequel vous buvez votre eau ou que vous servez à vos amis, est fondamental. Voilà. Il faut Ouais, que l'eau soit capable de capter ces informations-là. Et c'est pour ça. qu'elle puisse capter ces informations-là, il faut qu'elle ait certains éléments que tu vas nous Certaines redire. caractéristiques. Certaines caractéristiques qu'on a Ouais. évoquées, hein, qui est donc cette liberté de mouvement, en quelque sorte, qui est liée à son activité énergétique, tout simplement, à cette activité à la fois bioélectronique et bioprotonée, à la présence d'ions, d'électrons, d'oxygène et d'hydrogène moléculaire. C'est sous ces conditions-là que l'eau est capable de prendre l'empreinte d'une information. Et preuve en est, c'est-à-dire que là, quand tu citais la fleur de vie et tout ça, ça c'était vrai il y a, moi je sais, on évoquait déjà ça il y a 30 ans, 40 ans, avec la radionique, les ondes de forme. Et ça marchait à la limite à cette époque-là parce qu'on allait chercher des eaux de source qui avaient encore ces caractéristiques-là. Et Emoto, quand il fait ses travaux de cristallisation, il les fait avec ces eaux-là, originellement. Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait les mêmes expériences avec l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Comme tu dis, c'est l'expérience qui parle. Et il suffit juste d'essayer de reproduire ces expériences-là pour s'apercevoir que ça ne marche pas si l'eau n'a pas les caractéristiques d'une eau vive. Parce qu'il a fait ses expériences, si je rappelle Masaru-Emoto, notamment au lac Biwa, sur des zones, des rivières, etc., qui avaient été polluées. Il l'a fait avec de l'eau qui avait été récupérée d'une source, etc., dans laquelle il a émis du riz aussi. Donc, il y a des expériences sur lesquelles on peut encore voir des choses. Mais très clairement, la qualité de nos eaux du robinet, de l'eau en bouteille, on n'est pas là pour faire le procès. Je pense que la plupart des gens qui sont là ce soir, les 50 Non, personnes qui sont là ce soir, elles ont bien compris que l'eau qui arrive n'a plus du tout, et même que vous y mettiez, n'a plus du tout la structure dont nous avons besoin et dont elle a besoin parce que c'est un des, je trouve, c'est un des enseignements que nous donne l'eau quand même, au niveau de ce côté inconditionnel. L'eau, tu lui donnes la mort, elle transporte la mort. L'eau, tu lui donnes la maladie, elle transporte la maladie. Mais si tu lui donnes la vie, elle transporte la vie. hum, hum, Elle transporte la santé. hum, Elle transporte le mieux-être. Elle transporte la cohérence. Mais on a notre rôle, on a notre responsabilité aussi là-dedans, je crois. hum, hum. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Parce que nous, on papote là depuis maintenant 1h10. On va bientôt voilà, clôturer ce merveilleux moment, en tout cas moi qui me stimule beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Allez-y, c'est le moment. Moi, je veux bien. Oui. Bonsoir Pauline. Alors, Coucou je précise que Stéphane. c'est Pauline qui m'a dit en alchimie, Oui, l'eau, c'est le lien qui libère. Merci Pauline. merci Salut. pour la citation. Attends. Je suis justement avec des amis qui pratiquent aussi l'alchimie, donc ça a beaucoup résonné tout ce que vous avez dit. Moi, je me posais la question par rapport à l'œdème, parce que donc on parlait tout à l'heure du mouvement de l'eau, etc. Enfin, est-ce que vous avez une idée d'explication de pourquoi à un moment l'eau stagne dans le corps? Mhm. Olivier. Ah ben oui, il y a plein de Ouais, choses très là, intéressantes avec ça. il y aura pas une réponse toute faite parce que là, pour le coup, ça peut être métabolique, ça peut être osmotique et ça peut être énergétique. C'est autant de pistes qu'il faut envisager. Mais déjà, en tout cas, je peux rien que donner mon témoignage. Au minimum, ça en fera un. Mais moi, avant, bon, je suis originaire plutôt du nord de la France. Et avant, passer 25 degrés, je passais à la cave. Et surtout, dès que les températures montaient, j'avais vraiment les jambes qui se transformaient en poteaux. C'est-à-dire, j'avais voilà, un œdème en fin de journée. Aujourd'hui, c'est fini. Non seulement j'ai plus d'œdème, mais en plus, je tolère des températures à 40. Donc, parce qu'il faut savoir aussi que l'eau permet la régulation thermique, ce qui n'est pas un détail. Mais voilà, bon, c'est un exemple qu'on est un, mais c'est réel. C'est fini. J'ai plus d'œdème l'été, j'ai plus les jambes comme des poteaux. Bon, mais après, c'est du cas par cas. Vous vous doutez bien que, voilà, après, il faut vraiment voir Alors, s'il y a une origine, encore une fois.
Je Oui. précise quand même une petite chose parce que euh, la stagnation d'eau dans le corps, euh, j'ai observé que quand on boit une eau avec les réelles qualités d'une eau vivante, il se passe une chose qui est naturelle normalement. C'est-à-dire que l'eau va pouvoir rentrer avec tout ce qu'elle transporte au cœur de votre cellule. Donc, s'il y a des trucs qui n'ont rien à faire là, qui sont là depuis des années, on va les appeler les poubelles, tiens, cellulaires par exemple, tu vois, ou les déchets, voilà, Déchetterie. les trucs qui n'ont rien à voir. Elle va les dégager. Hum, Manu militari. hum, Ça va aller dans le système et va bien falloir que ça sorte. Eh bien, hum. figurez-vous que l'une des crises curatives que l'on peut vivre, donc de détox, ben, ça serait même une stagnation d'eau. C'est étonnant. Ou même un retour inflammatoire. C'est étonnant. Tu peux nous expliquer ça, Non, mais pourquoi oui, enfin, en tout le corps cas, réagit? ça me ramène tout de suite à une chose, c'est que l'eau vivante, à partir du moment où elle adopte la quatrième forme de l'eau dans notre corps, et elle le fait partout, génère du mouvement. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et qu'on peut se dire qu'effectivement, si j'ai une stase d'eau, bah, peut-être que je suis en train de m'appauvrir en quatrième forme de l'eau, ou que je suis en train d'être dans mon bocal en eau usée, et que je ne renouvelle pas suffisamment mon eau, parce que la notion de renouveler l'eau, c'est aussi très important pour préserver la qualité de mouvement et la qualité de régénération dans le corps. Mais en tout cas, sachez que l'eau vivante, quand elle adopte la quatrième forme de l'eau, génère par nature du mouvement, ce qui est assez magique quand même. C'est assez magique de se dire que voilà, l'eau est transductrice parce qu'à ce moment-là, elle transforme l'énergie de la lumière en énergie cinétique. Est-ce que je peux répondre? Oui. Mais écoute, docteur Nassima Bouzroura, Non, non, arrête avec arrête-toi. Docteur Nassima. Nassima, ça Je sais, suffira je la largement. taquine. Je la taquine. Non, Mais mais vas-y, c'est vrai, en Nassima, plus, bien sûr. voilà, les titres ronds. Enfin, c'est pas ça. C'est que, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe absolument d'une vision purement biochimique, c'est-à-dire Hum, molécules, à une vision biophysique. Parce que tout ce qu'on vient de dire sur l'eau plasma, enfin donc plasma, donc colloïdal, ça va justement avec l'eau plasma. Ce qui est intéressant parce que le feu, quand il est justement, il crée un plasma, c'est-à-dire qu'il crée un univers d'ions et d'électrons qui font justement le mouvement électromagnétique et donc l'énergie. Donc à partir du moment où on a une eau qui est parfaitement structurée justement dans cette vision hexagonale qui ressemble d'ailleurs aux cellules d'abeilles parce qu'elles font hum, quelque chose d'énergétiquement extrêmement précieux. Les flocons de neige, tout ça, c'est parce que c'est l'organisation du vivant. C'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la géométrie sacrée au sens où c'est la plus capable de justement faire la messagère du vivant, de faire de l'eau la médiatrice du vivant. Donc on a une correspondance et donc une résonance parce que la même forme fait résonner comme un cristal peut faire résonner quand ils sont bien agencés. Hein. Donc et là c'est très important parce qu'en fait quand on a le trouble, le stress, dont on appelle le stress, l'émotion, on est troublé, on le dit en français. Et le français, c'est important parce il a engrammé dans son langage ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par homonymie, donc les mêmes sons, dans notre tête, à part des fois si on n'a pas le contexte, on peut, si je vous dis vert, si vous n'avez pas le contexte, vous savez pas si c'est vert la couleur, si c'est vert la pantoufle comme avant, parce qu'avant on parlait vraiment de fourrure de verre, si c'est pas la direction, tout ça. Donc qu'est-ce que ça, donc il y a une résonance. Ce qui est important, c'est justement le plasma du feu et le plasma de l'eau sont des formes où la circulation de l'énergie se fait au mieux. Et c'est pour ça que c'est important. Le professeur Gérald Pollack à l'université de Washington et aussi le docteur Chaplin. Donc, ce sont des gens qui travaillent vraiment que sur l'eau. Il y a maintenant, j'espère bien. D'ailleurs, vraiment, je plaisante pas. Hein, je prie pour qu'il y ait vraiment une université mondiale
indépendante, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de diplôme, qu'on arrête avec, moi je suis pour l'université des sans-papiers, hein, faut pas chercher à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le niveau diplôme voilà institutionnel, on puisse, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de l'eau et qui apprennent énormément de choses. C'est pour ça que le parcours est important, la rigueur est importante, mais pas forcément le papier, parce que justement on est tenu par des institutions qui sont dogmatiques, et justement le dogme c'est quand ça stagne. Pour revenir à une information essentielle par rapport à l'eau, c'est que le cancer, les maladies auto-immunes, mais par exemple prenons le cancer. Le cancer, on sait que l'eau est moins structurée. Résultat, il y a moins d'énergie. Les mitochondries ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas. Elles commencent à ne plus avoir, l'énergie. Elles font le strict minimum. Elles sont vraiment en En survie. Et ensuite, elles se coupent de l'information par un œdème, justement. Donc, elles mettent l'eau, mais une eau qui fait barrage. Et en fait, après, elles fonctionnent vraiment en mode, je n'écoute plus le flux du plan, qu'on puisse appeler ça plan divin, mais elle n'écoute plus le plan de la nature du De la corporel. vie. Exactement, Oui, c'est-à-dire le plan originel électromagnétique. Et donc, c'est pour ça que lorsque les personnes sont au calme, vraiment font un travail vraiment, on a des visions miraculeuses quand il y a quelqu'un qui va vraiment, même sans aucun traitement, parfois justement c'est mieux sans aucun traitement, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à certains traitements actuels qui sont plus délétères que originels. En fait, on a tout dans notre corps pour revenir à la normale si on arrive à retrouver justement un stress émotionnel qui diminue au maximum, donc on retrouve sa cohérence, parce que cohérence, ça va avec cohésion. C'est parce que mes cellules sont cohérentes qu'elles retrouvent l'envie d'être ensemble, de fonctionner ensemble. Ça domaine de cohérence. Voilà, exactement, domaine de cohérence. Donc, une fois, par contre, si la cellule qui est une cellule, faut comprendre que chaque cellule est une petite, est une entité entière. C'est-à-dire qu'elle a de la conscience, cette cellule. Donc, si elle est blessée dans son champ électromagnétique, qui peut être une blessure justement qu'on peut émotionnelle. Le nerf vague, c'est pas pour rien, en plus il s'appelle nerf vague, hein, comme je dis juste en passant. Voilà. Donc il est là pour justement donner l'information entre le corps enfin, entre le cœur et le cerveau. Hein, c'est vraiment ça, et par l'eau justement, par le système circulatoire. Donc tout ça pour dire que si on arrive à avoir de l'eau plus structurée, donc comme vous l'avez très bien dit, colloïdal, plasma, enfin tous ces termes-là, c'est très très important. On devrait, parce qu'on sait qu'on pourrait avoir ces appareils pour mesurer l'eau structurée, mais on les a pas et on continue avec une médecine du tout chimique qui enrichit certains. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si on avait une eau structurée et qu'on pouvait la mesurer et qu'on pouvait justement, vous avez quelqu'un qui est très malade, vous lui mettez, vous vraiment, tout simplement, les infrarouges, bien sûr, un bon appareil infrarouge. Pourquoi? Parce que vous augmentez l'énergie, vous augmentez avec une eau, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais si on a un bon filtre à eau qui en plus génère des ions négatifs, ça va énormément aider. Et c'est pour ça que aussi tout ce qui est onde, parce que l'eau, c'est par définition l'onde des ondes. C'est pour ça que on dit, on est comme dans la superbe fable de La Fontaine, c'est à la recherche de l'onde pure, quoi. C'est qui s'abreuvait d'une onde pure. Donc si l'eau, elle est bien informée, elle reflète en fait le vivant, elle laisse circuler le vivant et donc tout se passe bien puisque justement on retrouve, comme vous disiez tout à l'heure, cette oscillation puisque le cœur est un grand oscillateur électromagnétique, donc on retrouve vraiment la bonne mesure. Donc on n'est pas en survie, on est parfaitement bien. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pour ça que là je prends la parole parce que c'est pas seulement une information, c'est vraiment que si le peuple, hein, quand je dis le peuple, c'est justement du plus, enfin de tout, on est tous concernés. C'est pas seulement la médecine, c'est que si on comprenait que si on s'occupe de l'eau, on s'occupe vraiment de tout.
c'est-à-dire de la santé, de l'économie, de l'écologie, parce que on n'a pas besoin de tous ces pesticides si l'eau elle est informée, si elle est bonne, elle va vraiment générer le vivant. Et donc on nous a, c'est vraiment une guerre de l'eau avant la vraie guerre qui peut se préparer dans les quelques années qui viennent. Donc l'eau c'est fondamental. On est constitué entre 96 et 99% de molécules d'eau. Donc en molaire, on est des corps, nous sommes des corps d'eau. Et donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, c'est la pierre angulaire hein, de la santé. Voilà, donc c'est pas important que le cancer, c'est montré maintenant que c'est lié à l'œdème cellulaire, c'est lié à l'eau de manque d'eau structurée, c'est lié à l'eau qui n'est pas bien informée, qui informe pas bien les mitochondries et l'ADN. Donc on a des problèmes épigénétiques et tout ça. Et Voilà. est-ce qu'on peut aussi parler de, alors on va pas forcément là en parler maintenant, mais en plus de ce que tu viens de citer, il y a l'aspect aussi de trop d'acidité et qu'un environnement plus alcalinisant, plus alcalin, va aussi soutenir une cellule qui naturellement, intracellulairement, a un ORP négatif. Donc, Tout à fait, parce que une justement le victoire contre ça. souffle, quand on parle de toutes les pratiques de yoga, de sophrologie, d'hypnose, ça vise à justement retrouver un souffle, retrouver la cohérence cardio-respiratoire et donc d'augmenter et ça augmente, ça fait baisser comment dire l'acidité puisque ça augmente l'alcalinisation respiratoire. Donc on augmente en fait on peut baisser l'acidité métabolique par une très très bonne respiration. Donc voilà, donc Alors, c'est aussi ça fait vraiment partie des choses naturelles et des choses absolument nécessaires à connaître. Et en fait, on n'a pas une éducation évidemment du corps, on n'a pas une éducation émotionnelle qui serait vraiment extrêmement bénéfique à l'humanité, enfin surtout bon, aux peuples occidentaux presque, parce que mais même on n'a pas une éducation émotionnelle. Donc c'est ça qu'il faudrait revenir, c'est vraiment aux choses simples qui sont, comment dire, qui sont fondamentales et qui permettent de se sortir d'une économie de la maladie et du médicament pour y revenir à une économie de vraiment enfin une connaissance physique, biophysique, j'insiste hein, sur la biophysique, parce que la biophysique c'est la biooptique, ça veut dire justement bien comprendre que l'échange lumineux se fait bien, l'échange sonore se fait bien dans l'eau, et donc on a toute cette cohérence et cette cohésion en fait qui est maintenue grâce à cela. Donc vraiment voilà, c'est important que les gens sachent et puis se dire surtout qu'on a les moyens de le faire. On a vraiment les moyens de tous ces appareils, toutes ces fonctions sont juste disponibles, mais elles ne sont pas génératrices de profits suffisamment importants pour être intéressants par rapport à leur développement. Merci. merci Nassima, Merci merci Stéphane. infiniment pour cette richesse. Et je précise au passage que, bien sûr, qu'on peut le faire avec la respiration, la méditation, le yoga, etc. Imaginez que l'eau que vous buvez puisse le faire, Stéphane? juste avec de Pardon. l'eau. Oui, mon cher Jean-Christophe, Bon, moi, écoute, franchement, je suis en émotion. C'est la conférence pour moi là, j'en ai vu des centaines. Et franchement, ça me touche. Ouais. Juste, coucou Nassima, hein. Coucou. Et ça serait sympa que Virginie, qui est maître Reiki, euh, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je voudrais bien qu'elle donne son avis, qu'elle parle parce elle est brillante. Voilà. merci de la mettre en avant. Virginie, je te mets, si tu as envie de parler, dis-le Oui, moi. alors c'est Voilà. pas ça, c'est alors vraiment c'est très très gentil, sauf que alors malheureusement je suis pas dans les conditions optimum parce que j'ai mes enfants qui sont juste à côté. Enfin voilà, c'est vraiment. Alors par contre, ça aurait été avec un grand plaisir. Je remercie déjà tout ce que vous avez dit et Nassima, mais vraiment.
enfin, voilà, au-delà de ce que moi je peux partager, merci, ça me réconcilie, j'ai envie de dire, avec la médecine allopathique, même si bien évidemment que les deux sont très importants et un de mes rêves, c'est de faire de la complémentarité entre les thérapies émotionnelles, les thérapies énergétiques, les thérapies corporelles et la médecine. Et là, c'est juste incroyable ce soir tout ce que j'ai entendu. Et voilà. Et donc, je suis très très heureuse d'avoir rejoint en tout cas, eh bien, le groupe. J'adore parce que j'œuvre pour de la médecine, exactement, de la médecine intégrative que je suis en train de lire. Voilà. Je suis vraiment dans cette vision. Et, euh, et c'est génial. Je suis vraiment sur une vision de santé holistique et tout ce que j'ai entendu ce soir, c'est juste incroyable et je suis très heureuse. Je me dis que je suis au très bon endroit. Voilà, j'ai juste envie de partager tout ça. Gratitude. Merci. En fait, ce que je Mm. voulais dire, c'est que justement, c'est le peuple qui doit, enfin, quand je dis le peuple, c'est nous tous qui devons justement Oui, aider à ce changement. Parce que justement, on va donner, par exemple, plus d'importance à des diplômes et tout ça, alors que d'autres personnes qui n'ont pas ces diplômes. Moi, Jacqueline Bousquet, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, comment dire, je la connaissais pas personnellement, mais j'ai beaucoup écouté arcitra.org et tout ça. Et elle était à la fois biologiste et à la fois c'était fantastique parce que quand elle parlait de la Kabbale, donc elle faisait le lien tout à entre la fait. science Mm, et la tradition. C'était un langage qui était différent, mais qui justement mm, exprimait avec des oui, mots différents, donc avec une sémantique différente, une même mm, réalité. Et c'est ça qu'il faut qu'on ouais, comprenne. Si on connaît, si on, quand on parle par exemple du Coran, on a parlé bien sûr de la Bible, et c'est normal. Le Coran, ben, en fait, l'eau, c'est bien sûr aussi primordial. Il y a les 5 bien prières, sûr. voilà, donc c'est ça. Et justement, l'eau permet de relier tout le monde et en plus est générateur de paix et de santé et d'abondance. Mm, Voilà, mm, c'est mm. ça ce que je veux vraiment, comment dire, que j'ai voulu transmettre absolument. J'ai voulu dire ça en fin de masterclass parce que on arrive à un Mm. moment bien sûr crucial un moment un peu difficile actuellement. Dans une transition Voilà, dans une humanitaire. transition là, qui peut être difficile, mais qui peut, si tout le monde Mm, prend conscience et justement va vers une voie de la paix, une voie et la voie de l'eau, c'est ça, elle va mm. permettre d'aller à la transition sans aller au choc. C'est quand même Ouais, c'est ça. Et extrêmement important. entre parenthèses, Stéphane, tu sais qu'elle a écrit 2 livres, le docteur Nassima, sur l'eau et les ondes électromagnétiques, puisque c'est une grande spécialiste des ondes électromagnétiques. Elle a Et déjà oui, écrit. Mm, on en Voilà. a parlé très On brièvement tout a à Tu peux me l'heure. donner les références? Merci. Oui, Je oui. voudrais Ah oui. Bah, voilà. Je remercie vraiment Nassima mm, et mm, Virginie, et puis tout le monde, hein. Et puis Monsieur Olivier mm. Lemay. Vraiment, c'est la première fois que je vous entends. Ouais, je vous dis, je suis en émotion. Ça me fait vibrer. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Mais tu vois, vous parliez du chaos. Pour moi, mon regard sur le chaos, c'est de l'harmonie en mouvement. C'est de Ouais. l'harmonie en devenir. Et à un moment donné, bah, l'eau, pour qu'elle ait ses caractéristiques, elle se frotte, elle se heurte, Mm, elle crée du chaos pour créer l'harmonie, quelque mm. part. Donc, ça va ensemble. C'est notre résistance Ouais, ouais. au chaos, c'est la vision qu'on a du chaos qui peut nous faire peur, qui va stimuler une partie de notre système nerveux qui va être dans la survie, qui pose problème quand c'est sur du long terme. Donc la première des choses, retrouver la cohérence, c'est retrouver un équilibre dans notre système nerveux déjà. Et le cœur, c'est central, c'est vital. Et évidemment, avec l'eau qui va tout informer en picosecondes, comme vous disiez tout à l'heure. Olivier, oui, pardon, je t'ai interrompu, tu voulais dire quelque chose. Non, 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 c'était l'eau, au même titre que disait Sima, c'est vraiment aujourd'hui l'élément qui va offrir à l'humain, qui va lui permettre de préserver sa liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est cette interface universelle, qu'elle est ce facteur X, en quelque sorte, et qu'on arrive à en prendre conscience et la faire œuvrer dans le bon sens, l'humain reste libre de tout et il a la pleine puissance de permettre à la vie de s'exprimer encore une fois à pleine cellule, on va dire.
c'est vraiment pour moi ce qu'on peut appeler le levier d'action à la fois métabolique et le levier d'action spirituel. Et qu'à partir du moment où on préserve le milieu et qu'on reconnecte avec l'information originelle, le verbe, on sait que la cellule est libre, que l'humain est libre et qu'il est en bonne santé. C'est décrit par même les gens qui travaillent sur l'oxydation cellulaire. Hein. Miroslav Radman, Jean-Marc Lemaître, ils nous disent qu'une cellule est libre, elle est en totale santé, en total équilibre et peut régénérer éternellement si elle est dans un milieu sain, équilibré, et si elle reçoit bien son programme. Eh ben, l'eau répond exactement à ces deux paramètres de façon fondamentale. Et là, on retrouve toute notre liberté. Et c'est très actuel. C'est très actuel. Olivier, Oui. allez, dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas, et puis on se dira au revoir. Oh non, bah, je trouve qu'on a dit déjà beaucoup de choses. On va clôturer. Après, il y a mille et une citations par lesquelles on pourrait terminer. Mais pour citer Gyorky, qui est quand même un des prix Nobel qui a travaillé le plus sur l'eau aussi, où il dit là où la vie apparaît, là où l'eau apparaît, la vie s'empare de la matière. Voilà, c'est vraiment, ça dit tout effectivement de la nécessité de l'eau. Ou aussi, il dit, j'aime bien cette petite citation, la vie, c'est l'eau dansant sur la mélodie de la matière, mais on peut même l'inverser, c'est-à-dire la vie, c'est la matière dansant sur la mélodie de l'eau. Parce que maintenant, on sait que c'est l'eau qui, quelque part, porte la mélodie et que la matière s'organise au regard de la mélodie pour la plus grande des harmonies. Bon, voilà. Et puis Saint-Exupéry aussi qui dit l'eau n'est pas nécessaire à la vie, l'eau est la vie. C'est aussi simple que ça, finalement. Pour clôturer. Eh bien, toi, ton mot de la fin, Stéphane. Voilà. Eh ben, écoute, ça va être une autre citation de Masaru Emoto. Au-delà de notre sexe, de notre ethnie, de notre religion, de nos croyances ou de nos frontières, l'eau est ce qui nous unit. Au cours de son voyage dans la vie, l'eau devient le témoin de toute vie sur Terre, devenant elle-même le flux de la vie. Nous faisons partie de ce flux. Nous devons le respecter. Laissons-l'eau couler. Masaru Emoto. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Merci de votre écoute. Merci de votre présence. Merci à tous. Olivier. Oui, bah merci à toi, merci Anna. Merci infiniment. Merci Olivier, merci Stéphane et merci à tous. Au revoir. Ouais, c'était un kiff Stéphane. total. Des bisous. Jeudi Merci. prochain, Merci. Olivier Neveu. Et jeudi d'après, Stéphane Merci. Robin. Et je serai à Paris le 31 janvier pour une conférence sur l'eau. Et voilà. Belle soirée, merci. Au revoir. Merci à vous. Belle soirée. Ciao. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.